Moi, je suis juste ici pour inviter mon ami Sylvain Bérubé, qui est membre du comité de programmation, qui va venir vous présenter notre conférencière de cet après-midi. Puis encore une fois, je vous souhaite une bonne conférence. Boum. Bonjour. Audrey Miller. 6 lettres, 6 lettres. Super bien balancé, le prénom, le nom. Je disais ça à Audrey ce matin, il m'a dit « T'es prof de français, toi? » Ben oui. Pas parce que t'es prof de français que t'es obligé d'être nul en maths. Audrey Miller est connue pour être la PDG de l'École branchée, que plusieurs ici connaissent, donc qui a pour mission, évidemment, d'aider les enseignants dans l'intégration du numérique, etc., etc. Elle a une formation en technologie éducative, en communication publique, et depuis plus de 20 ans, il y a 20 ans, j'enseignais dans une école où Audrey était étudiante. OK, c'est correct. Donc, depuis plus de 20 ans, qu'elle se préoccupe du développement professionnel des enseignants, en lien avec le numérique toujours, l'innovation pédagogique. Chez Demarque, Infobourg, puis après ça, École branchée. Donc, des noms qui résonnent dans la tête de certains ici. Donc, finalement, elle a commencé, elle était encore au secondaire ou presque. Elle est aussi vice-présidente de la COPS. Ensuite, elle siège au conseil d'administration de EdTech. Si vous ne savez pas c'est quoi, Google sera votre ami. Ensuite, je sais qu'elle se promène aussi du côté de Québec numérique, un certain groupe de crinqués aussi. C'est une crinquée hors pair d'ailleurs. Je lui disais ça l'autre jour aussi, pendant qu'on me disait « Ah oui, c'est vrai, il faut que je te présente. » Ben oui, voilà. On préparait ça comme ça. Donc, c'est une femme qui est dynamique, qui est impliquée à beaucoup d'endroits. Je ne sais pas comment elle fait avec 3 enfants. J'en ai 3 moi aussi, ça fait que je sais finalement comment elle fait. C'est une rassembleuse, c'est une créatrice de liens. D'ailleurs, il paraît que son mot préféré, selon Stéphanie, c'est le mot « lien ». Bien, ça paraît. C'est quelqu'un qui va réseauter les gens puis qui va les aider. Le tout dans une espèce de calme olympien que je ne m'explique toujours pas. Alors, voici Audrey Miller. Ce sera pas long. On va installer la technologie pour commencer. Merci Sylvain pour cette présentation-là. Calme olympien, je te dirais qu'il a pris le bord pas mal depuis les 2 dernières minutes. C'est tellement un honneur d'être ici aujourd'hui, j'en reviens juste pas encore, pour célébrer cette 10e édition du colloque Claire. Puis Sylvain, d'ailleurs, me faisait remarquer ce matin que le titre de ma conférence, 10 ans à voir clair, sous-entend que c'est le 10e anniversaire, mais je m'excuse, je me suis trompée. Par contre, on va voir de toute façon que ça a commencé légèrement avant et que de toute façon, ça se poursuit. Alors, ça fonctionne, 10 ans complets à voir clair, c'est sûr qu'on va y arriver. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent, ou vous souvenez-vous où vous étiez il y a 10 ans? J'ai entendu ici, j'aime ça. Moi, honnêtement, j'étais pas ici et je me souvenais plus où j'étais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai sorti mon répertoire de photos numériques et tout était bien classé par date. Et j'ai rapidement trouvé qu'en 2010, fin janvier, j'étais en train de peinturer les murs de ce qui était ma nouvelle maison. Donc, j'étais pas ici à Claire. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient? Je suis sûre que oui. Je vois quelques petites mains. Il y a sûrement le comité de programmation aussi. Il y en a plusieurs qui ont été là à toutes les éditions. C'est extraordinaire de voir que des gens comme ça reviennent année après année. Aujourd'hui, j'ai le bonheur, dans le fond, de vous replonger dans l'histoire du colloque Claire, qui est intimement lié quand même aux grands changements que vit l'éducation en ce moment.
Pour ceux que c'est la première visite, j'espère que je vais réussir à vous faire comprendre d'où vient cette incroyable vibe autour du colloque. Et ceux qui reviennent depuis plusieurs années, j'espère que ça va vous rappeler des bons souvenirs. Donc, évidemment, la première chose qui nous a marqué quand on est arrivé ici, c'est qu'on est tous arrivés un peu avec la route des conditions routières difficiles. En 2010, c'était à peu près exactement la même chose. Le colloque s'ouvrait ces jours-ci sous une formidable tempête de neige. Ça avait même compromis la première conférence. Tout le monde était un peu stressé. Les écoles étaient fermées ce jour-là, mais finalement, c'est pas la tempête qui nous a arrêtés. Premier conférencier qui était ici, Marc Prensky, très connu. On avait une note sur le site web à l'époque qui nous disait que malgré la température, tout est maintenu. Les élèves étaient venus pareil, les enseignants s'étaient présentés, Roberto nous l'a dit. Donc, c'est sûr que le mot route aussi, c'est ce qui est plus tweeté, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui se demandent comment ça a commencé, le colloque de Claire? Ça vient d'où cette idée-là? Il y a eu plusieurs facteurs, évidemment, mais je vais vous en raconter un particulier, un déclencheur. Il y a Mario Asselin, qui n'est pas ici avec nous malheureusement aujourd'hui, mais qui est membre du comité de programmation, comité organisateur aussi de la première rencontre, qui a participé en 2009 à une visite de la Science Leadership Academy. C'est à Philadelphie. C'est une école où les élèves sont toujours en action. Ils sont toujours au centre de tout ce qu'on voit. C'est une école qui, dont le programme s'appuie sur l'apprentissage par enquête et qui intègre beaucoup le numérique aussi. Il y a Roberto aussi, Gauvin, directeur ici au CHM, qui avait fait différentes visites aux États-Unis, notamment en participation à EduCon, avec Mario également. Puis dans le fond, au retour, ils se sont dit, Mario, entre autres, a dit à Roberto, il dit, je comprends pas pourquoi on ne ferait pas ça ici. Tu as l'école parfaite, le milieu parfait. Il est engagé, il est déjà dans il est prêt à ça finalement. Donc, c'est un petit peu ça qui a été le déclencheur de la première édition de Claire. Puis ce matin, en m'en venant, je parlais d'ailleurs encore avec Sylvain, qui me disait ça s'est fait comme quasiment du jour au lendemain. Mario suggérait ça à Roberto. Roberto était d'accord. C'était comme 3 mois avant janvier 2010. En 3 mois, ça a été un peu fou, mais ils ont réussi à organiser la première édition du colloque. Évidemment, c'était avec le soutien de tous les bénévoles et de tout le personnel ici, toute la communauté. Fait que les gens sont rassemblés ici, ils sont venus découvrir un milieu extraordinaire, évidemment. Ils sont venus partager des initiatives, des réflexions, discuter ensemble, se rencontrer pour pouvoir amorcer ou soutenir un changement dans leur propre milieu. Parce qu'avant tout, c'est un colloque qui est né du désir d'inspirer le changement. Je vous explique une théorie très intéressante, enfin, que je trouve, qui s'appelle la théorie de la persuasion. Elle est utilisée, entre autres, en marketing. Selon cette théorie-là, on peut initier un comportement si 3 conditions sont remplies. La première, c'est la présence de motivation. La deuxième, c'est l'aptitude à agir ou sa perception de son aptitude à agir. Et la troisième, c'est un déclencheur. On va regarder si ça s'applique ici à notre situation. Premièrement, présence de motivation. On a une école super motivée. On a des gens qui veulent inspirer le changement. L'aptitude à agir, on l'a également. On a un milieu parfait pour accueillir ça. On a des élèves habitués d'être en action. Et notre déclencheur, ça a été cette petite étincelle qui a été insufflée par le comité organisateur au départ et qui a fait en sorte que tout ça a pris feu, carrément. A pris forme et feu, voilà. Donc, mais là, au début, Claire, c'était perçu comme un colloque d'abord et avant tout technologique, surtout par ceux qui n'étaient jamais venus. D'ailleurs, ça me donne le goût, ça, de vous ramener encore plusieurs années en arrière pour se rappeler un petit peu à quel moment sont nées des technologies qui aujourd'hui nous semblent faire partie de la vie, mais qui à ce moment-là commençaient simplement à se déployer. Je vous ramène très loin en arrière pour commencer, en 1972. C'est là qu'est inventé le courriel. Le courriel, mon Dieu, ça c'est le drame de ma vie. Mes boîtes de courriel s'allongent et s'allongent tout le temps. Mais ça révolutionnait quand même la communication asynchrone et ça facilitait beaucoup de choses à partir de ce moment-là. Je fais un petit saut en avant pour vous ramener quand même à l'arrivée de l'ordinateur portable. Donc en 1984, un appareil avec une petite taille, une autonomie d'énergie qui nous permettait d'envisager non seulement le travail mobile, mais aussi l'apprentissage mobile.
On s'entend, ça a été long avant que ça se déploie vraiment dans les écoles puis qu'on y ait vraiment accès, mais ça datait quand même de 1984. Ensuite de ça, il y a eu l'époque des ordinosaures dans les écoles, les grosses tours, les affaires qui n'en finissaient plus. Et je me souviens, moi, j'étais élève au primaire, je me souviens plus exactement de l'année, quelque chose comme 88-89. On avait fait une sortie scolaire qui m'avait marqué énormément. On avait pris l'autobus jaune, on était sorti de notre école, je pense que j'étais en 2e ou 3e année, et on était allé dans l'école de la ville voisine, à Cap-Rouge, je viens de Québec, dans la région de Québec, parce qu'eux, ils avaient un laboratoire informatique dans leur école. Il était hot. Il y avait comme 5-6 ordinateurs, et on était allé suivre un atelier de programmation en Logo. C'était fin des années 80. Ça m'a marqué comme élève. Un autre petit bond en avant. 1996, c'est là qu'est apparue la messagerie instantanée. Je suis désolée pour le contraste, j'espérais que ce soit mieux, mais enfin bref, je vais vous les lire de toute façon. Messagerie instantanée. On pouvait maintenant communiquer en temps réel, finalement. Le précurseur de ça, ICQ. Avez-vous connu ça? Avez-vous utilisé ICQ? Il y avait une étude à l'époque qui a montré que son utilisation favorisait un sentiment d'affiliation à un groupe parce qu'on se sentait moins seul. Entre autres, les étudiants qui devaient étudier chacun de leur bord de chez eux pouvaient se connecter puis jaser. Bon, je ne sais pas s'ils étudiaient tant pendant qu'ils jasaient, mais bon. Écoute, je me souviens encore, on branchait le modem dans la ligne téléphonique, puis là, pendant qu'on chattait, nos parents ne pouvaient plus appeler, c'était le drame dans la maison. C'était la belle époque. Non, c'est pas vrai. Une chance, ça évolue un petit peu depuis. Hey! Saviez-vous, mes amis, que le Wi-Fi n'a pas toujours existé? On le prend souvent pour acquis, puis c'est le drame quand il ne fonctionne pas. Mais c'est en 1997 qu'il apparaissait, si on peut dire comme ça, commençait à se déployer. Et puis ça a bouleversé complètement la notion de frontière. Il était maintenant possible d'apprendre partout et en tout temps. Merveilleux, hein? Google. Si indispensable à nos vies, dont la mienne. À l'époque, c'était un moteur de recherche de 1918, quand il est apparu. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Mais reste que le moteur de recherche Google, petite anecdote très intéressante, saviez-vous qu'il y aurait à peu près 6 milliards de questions posées là-dessus chaque jour? Ça, là, c'est presque autant de questions que mon fiston de 3 ans peut poser en une journée. Presque autant. Et le fameux Facebook, il semble solutionner autant de problèmes qu'il en cause. À son arrivée, il était bloqué systématiquement dans tous les milieux. Aujourd'hui, on commence à un petit peu plus trouver des usages et il est encore très populaire malgré tout. Il venait dans nos vies, déferlait dans nos vies dès 2004. Ensuite de ça, je continue avec YouTube, qui est aujourd'hui le 2e ou 3e site le plus visité au monde selon les sources. À son arrivée, il a vraiment favorisé, facilité l'utilisation de la vidéo comme support à l'enseignement puis aussi à l'apprentissage. C'était aussi tellement facile, ça devenait facile de déposer nos propres vidéos finalement, donc ça favorisait entre autres les dynamiques de classe inversée, mais aussi la notion de création. Ça devenait possible de diffuser ça facilement. Je termine pas tout de suite. Twitter, qui est une application quand même chouchou de plusieurs, ici. Twitter est apparu en 2006. C'est un outil de développement professionnel qui est formidable, notamment en éducation. Il y a beaucoup d'enseignants, vous parlez autour de vous, et c'est peut-être même votre cas, qui ont trouvé que depuis qu'ils utilisent Twitter, leur vie a complètement changé, évidemment pour le mieux. Donc, c'est une révolution en soi. C'était 2006 pour Twitter. Et là, je vais terminer avec 2010. Ça, c'est l'année où est né Claire. La veille de l'ouverture du colloque, soit le 27 janvier 2010, on nous présentait, puis là, c'est plate, j'en ai pas parce que c'est mes enfants qui l'ont kidnappée, la petite tablette iPad. Elle était lancée officiellement. Ça, un iPad, c'est comme à la fois un cahier de notes, une liseuse, un jeu vidéo, une interface d'accès au web, un étui à crayon garni de tous les crayons que vous voulez, de toutes les couleurs, de tous les pinceaux. C'est aussi une interface d'accès au web, un dictionnaire, un traducteur, une encyclopédie, une calculatrice, une montre, un téléphone. C'est aussi une messagerie texte et vidéo, un manuel scolaire, non, une banque de manuels scolaires, même une bibliothèque.
C'est aussi un portfolio, un atlas, une carte routière du monde entier, un appareil photo, un enregistreur vidéo, une caméra vidéo, un studio de montage vidéo et même le moyen de visiter les lieux les plus éloignés du monde entier et tellement plus. Est-ce que ça vous étonne vraiment qu'elle trouve si bien sa place dans nos classes aujourd'hui? Et est-ce que ça vous étonne si on passe autant de temps chaque jour dessus? Quand même. C'était en 2010. Alors, sur cette belle lancée d'iPad, le colloque Claire s'ouvrait. Je ne sais pas si ça avait un lien, mais je ne pense pas. François Guittet, qui était conférencier ici en 2011, a dit « Si l'école ne sait pas intégrer l'éthique, les tics vont intégrer l'école, l'éducation. » Il nous invitait déjà à cette époque-là à prendre le taureau par les cornes et à embrasser le changement pour le mettre au service de l'éducation afin que ce ne soit pas le contraire qui se produise. Au CAHM, on peut dire qu'il l'avait compris assez rapidement, cette idée-là. C'est vraiment un endroit quand même où on peut faire des découvertes technologiques. On l'a commencé ce matin avec la visite des classes. Vous avez dû découvrir des trucs que vous n'aviez jamais vus. Moi, j'ai capoté sur les petites brosses à dents robots. Là, c'est complètement fou. Donc, on dirait ici qu'ils ont toutes les nouvelles technologies. Je vous en montre quelques-unes, des petits souvenirs. En 2010, ici, la robotique, là, c'était vraiment intégré. Bon, il n'y avait pas toute cette tête-là, leur robot. On voit les kits derrière, mais c'était déjà acquis ici, il y en avait. 2011, voici une photo de la salle de montage vidéo à l'époque. C'était pas la première année qu'il y avait une salle de montage vidéo. C'est juste pour vous montrer à quel point ça a évolué un peu depuis. On a passé de l'analogique au numérique, entre autres. Même chose en 2011, ici, là, une flotte de portables, c'était déjà, on avait ça. On avait accès à ça, pas de problème. Je saute quelques années, 2014, les iPads, ça faisait partie du paysage. En 2015, ici au colloque, on pouvait essayer la réalité virtuelle. 2015 encore, on a pu faire voler des drones. Encore pas toutes les écoles qui travaillent avec ça. En 2016, un robot de téléprésence, c'est ça. Il est beau, hein? Donc, ça, un robot de téléprésence, dans le fond, ça permet à la personne qu'on voit dans l'écran de se promener virtuellement et de circuler dans l'école. Donc, à ce moment-là particulièrement, je ne sais pas si c'était la première année, mais vous pouvez le voir un petit peu. C'est écrit Lyon. Donc, la personne qui est dans l'écran en ce moment était à Lyon, en France, et pouvait quand même se promener dans l'école. C'est beau quand même. C'est pas parce qu'on est super technologique qu'on oublie les bases. La créativité peut avoir d'autres formes que numériques. Donc, les ateliers de couture, de tricot, tout ça, ça existe ici. Même en 2017, on en faisait. On en fait encore cette année. En 2018, on avait la visite des robots humanoïdes Nao qu'on pouvait apprendre à connaître dans le Forum des pratiques gagnantes. Et cette année, bien, on a le gymnase augmenté LU ici qu'on a pu explorer ce matin. Quand je vous dis que les nouvelles technologies, ils ont quand même toutes. Là, je vous entends vous dire, parce que je sais que vous pensez fort, comment ils ont fait une si petite école pour se procurer tout ça? Hein? Toute une question. Bien, en fait, je pense que n'importe qui ici, vous parlez au personnel, ils vont vous dire que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ils en ont rempli des demandes, ils en ont fait des appels, des demandes à des organismes, à des programmes, à la communauté, tout ça. Puis en plus, bien, ça a l'air qu'on ne dit pas non si facilement à M. Roberto. Ça a l'air. Fait que c'est de la persévérance, c'est du leadership, mais c'est du travail acharné qui est sur un long moment. Et le cœur de tout ça, bien, c'est le labo créatif. On a eu l'occasion de le visiter ce matin. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi, mais la première fois que je suis entrée dans le labo créatif, j'ai été évidemment émerveillée. C'est qui ne l'est pas. On est comme, mais mon Dieu, c'est extraordinaire. Mon deuxième sentiment, ça a été la peur. Je me suis mis dans la peau d'un prof qui arriverait pour la première fois ici à enseigner et qui ferait comme « Oh my God, comment je vais faire pour maîtriser toutes ces technologies-là? C'est impossible. » Fait que tu sais, la notion de préférer être en contrôle puis tout maîtriser avant de se lancer avec les élèves, là, bien ici, là, c'est juste pas possible. Tu peux juste pas. Puis c'est pas grave, parce que je me souviens, entre autres, qu'il y a une enseignante, et je crois que c'est Mme Dany. Mais, je ne sais pas si elle est ici, mais Dany, je te salue. Dany nous avait dit, moi, je ne maîtrise vraiment pas tout ce qu'on trouve dans cette salle-là, puis c'est très bien comme ça. Parce que ça laisse l'espace aux élèves de prendre l'initiative, justement, de déballer les boîtes eux-mêmes, de voir ce qu'ils peuvent faire, puis d'essayer des choses. Ensemble, ils se laissent l'espace pour se tromper, pour découvrir, puis pour aller plus loin.
L'important, après tout, c'est ce qu'on veut faire, c'est notre intention pédagogique. Après ça, de la façon dont on va l'atteindre, bien, avec une multitude de possibilités comme ça, bien, ça laisse justement le choix à l'élève. Puis entre autres, bien, je sais que la notion de choix, c'est quelque chose qui est très important ici dans la philosophie du CAHM. Ici, bien, on peut dire qu'il y en a pas mal des choix. Il faut que je vous parle d'un de mes coups de cœur ce matin, même si tout à l'heure, dans la période d'objectivation, il y a quelqu'un qui a volé mon punch, mais c'est pas grave. Donc, ce matin, en me promenant, justement, j'ai remarqué la tendance aussi de projets appliqués avec des impacts sur l'environnement, entre autres. C'était les éco-briques. J'ai beaucoup apprécié. Ils récupéraient des bouteilles de plastique vides, les remplissaient de matière qui était destinée à être jetée finalement, pour éventuellement, lui, son projet à Tyler, c'était, quand il aura atteint son nombre de briques dont il a besoin, vous ne le voyez pas tellement, je suis désolée, ma photo n'est pas super, je l'ai prise ce matin, mais dans l'ordinateur à gauche, c'est un fauteuil fabriqué avec des bouteilles en plastique recyclées. Bien, en fait, pas recyclées, carrément réutilisées. Et juste à droite, dans l'écran, on voit un modèle d'un vrai fauteuil. Dans le fond, il s'inspirait de ça. Il essaye de le reproduire. Juste à côté de lui... Oh, je vous l'avais grandi encore plus. Mon Dieu, je pense à vous. Juste à côté, il y avait ses collègues qui étaient en train de tisser des sacs de plastique comme ça. Puis ça permettait justement de faire un beau lien entre les deux projets. Ça pourrait servir, par exemple, de coussin au fauteuil en plastique. Après, on pourrait aller rajouter du tissu, coudre quelque chose et faire un objet vraiment utile. Donc, avec un impact réel. Là-dedans, le numérique n'est pas directement présent, mais ils ont trouvé l'inspiration en cherchant sur Internet, puis éventuellement, quand ça se rendra à la réalité, si c'est le cas, j'imagine qu'ils vont vouloir le montrer et le faire circuler. Donc, des fois, le numérique, ce n'est pas du tout la fin, ça va être seulement un outil de plus. Donc, on a vite remarqué que le succès de Claire, ce n'était pas du tout les machines. C'était avant tout, ce qu'on venait découvrir, c'est comment on va utiliser tout ça de façon pédagogique. De toute façon, l'époque du pour ou contre le numérique à l'école, on s'entend que c'est pas mal révolu, hein, je pense. On est plus dans le pourquoi, puis dans le comment. D'ailleurs, il y a la recherche en éducation qui montre de plus en plus d'impacts positifs du numérique, de plus en plus d'avantages. Évidemment, il y a beaucoup de défis, mais c'est difficile de passer à côté de tous les avantages qu'il y a également. Je vous donne quelques exemples d'études, justement, qui ont été publiées pendant ces 10 dernières années, donc pendant notre période Claire. Première étude que je vous cite vient de l'équipe de Patrick Giroux, ici, qui est membre du comité de programmation, justement, de Claire, avec son équipe à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ils ont publié en 2013 une étude sur les usages de l'iPad en 3e année du secondaire. Ça équivaut à la 9e année, à peu près. Ils ont trouvé que l'utilisation des tablettes suscitait évidemment la motivation, l'enthousiasme. Ça, c'est un facteur assez commun à toute intégration de technologie. Ils ont remarqué que les activités que les enseignants proposaient aux élèves étaient plus variées, notion de choix, variété, tout ça. La qualité du contenu remis par les élèves à leurs enseignants était aussi améliorée. Ils se donnaient plus, il y avait plus de possibilités également. Ils ont aussi trouvé que les usages scolaires étaient facilités autant pour les profs que les élèves, donc c'est le fun, c'est gagnant-gagnant. Une amélioration de la qualité des communications et de la collaboration entre les élèves et des meilleures compétences technologiques. C'est-à-dire que, on doit être né dans l'ère numérique et tout ça, mais reste qu'on a encore des choses à apprendre. Évidemment, je vous sors juste les avantages pour cette fois-ci, mais on va en reparler plus longtemps. L'équipe de Thierry Carcenti aussi, qui a été conférenciée ici l'an dernier, en 2015, ils en ont sorti vraiment beaucoup des études, mais en 2015 particulièrement, ils ont étudié l'impact de l'ordinateur pour l'écriture au primaire. Dans le fond, c'était les usages pour soutenir les tâches d'écriture en milieu défavorisé. Ils ont trouvé ceci, que les élèves étaient plus motivés, on revient à notre notion de motivation, ils se sentaient plus compétents, faisaient moins de fautes, écrivaient de plus longs textes et faisaient preuve de créativité. Intéressant. Une autre étude. Pensez-vous qu'on devrait utiliser les TIC tout le temps à l'école? Est-ce que tout le monde devrait avoir toujours son appareil puis faire des choses là-dessus à longueur de journée? Ben non. Donc, un rapport de l'OCDE publié en 2015 montrait que, globalement, si on s'en tenait à la notion de compréhension de l'écrit, quand on utilise le numérique de façon modérée, on obtient de meilleurs résultats que si on l'utilise évidemment
presque pas, et aussi que si on l'utilise trop. Fait que c'est une notion, c'est de trouver le juste milieu, finalement. Toujours le doux dosage, je l'ai dit. Les jeux vidéo, c'est quand même extrêmement populaire ces temps-ci. Il y a beaucoup d'intérêt envers les jeux au niveau de l'apprentissage également, parce que, bon, il y en a certains, évidemment pas tous, qui renforceraient des fonctions cognitives des jeunes. Ils exigent des analyses de situation, prise de décision rapide. Puis en plus, bien évidemment, le jeu, ça a toujours été louangé dans les théories de l'apprentissage, même dès Piaget. Et le jeu vidéo, c'est une version numérique du jeu. Donc, il y a quand même des liens intéressants à faire. Je vous en montre deux. Le fameux Minecraft, que vous connaissez sûrement. Il y a des chercheurs de l'Université de Montréal qui ont fait une recherche exploratoire dans laquelle ils ont recensé plusieurs effets positifs chez les élèves du primaire. Parmi eux, on avait une plus grande créativité, mobilisation des compétences en résolution de problèmes, collaboration, persévérance. Amélioration des habiletés de recherche d'information aussi, parce que pour monter leurs univers extraordinaires, ils vont chercher sur YouTube, ils vont chercher sur le web, ils vont s'informer. Et aussi des habiletés scolaires qui touchent les maths, les sciences, l'anglais, la géographie, l'histoire. On en a vu un dans le labo créatif avec ses lunettes de réalité virtuelle qui nous montrait son château du Moyen Âge. C'était magnifique. Un autre exemple que j'aime beaucoup donner, c'est l'application Slice Fractions. Ça a été développé par le studio YuLuLab à Montréal. Alors, il y a une étude qui a montré, faite à l'UQAM en fait, c'est des élèves de 3e année du primaire. Écoutez bien ça. Les élèves jouent 4 heures de temps à ce jeu-là et ils atteignent, non pas ils atteignent, oui, l'impact sur leur compréhension des éléments abstraits des fractions va être plus élevé que si on leur enseigne 4 heures. Fait que dans ce cas-ci, le jeu vidéo 1, enseignant, c'est plate, là, mais c'est vraiment un cas d'exception, mais c'était quand même exceptionnel à souligner. Les médias sociaux. Combien d'entre vous en ont peur quand il s'agit des élèves? Je vous comprends. Mais il y a quand même 4 impacts des médias sociaux qui sont généralement très positifs chez les élèves. Entre autres, permettre de briser la barrière psychologique. Ça, c'est quand je suis gênée de te parler en face à face. Sur les médias sociaux, des fois, ça va mieux. OK, je le sais, des fois, c'est négatif. Mais ça peut aussi être positif pour certains élèves qui seraient plus timides, par exemple. Ça permet d'obtenir une rétroaction des pairs et des enseignants, tu sais, les fameux likes, les commentaires. Ça aiderait à développer le jugement, la réflexion, le jugement critique des élèves. Dans le fond, aussi, ça permet d'acquérir des compétences qui seraient utiles toute la vie. On parle entre autres de publication, publier, savoir publier, et aussi l'édition. Donc ça va leur servir toute leur vie. Et enfin, ça permet de développer un capital social. Mais qu'est-ce que c'est, le capital social? Ça, c'est l'ensemble des ressources dont on dispose quand on a besoin de quelque chose, et ça peut être à la fois réel ou virtuel. Intéressant, non? Je vous en sors une autre. Inquiétez-vous pas, j'en ai pas 60. Est-ce qu'il existe un contexte idéal d'intégration du numérique à l'école? Il y a une méta-analyse qui s'est penchée sur la question. Ils ont trouvé que le plus important potentiel est atteint lorsqu'on a un outil par élève, donc les one-on-one, one-to-one, élèves formés aux usages éducatifs. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'expliquer à l'élève il marche comment l'appareil. On ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il sache tout faire tout de suite. Et aussi quand on forme l'enseignant. On entend parler souvent, c'est important que les enseignants soient formés, mais qu'ils puissent être informés à comment on enseigne avec l'éthique, parce que ce n'est pas toujours la même façon. Il ne faut pas reproduire ce qu'on faisait de façon traditionnelle parce qu'on a un outil numérique. Voilà. Mais évidemment, je tiens quand même à apporter une nuance, parce que bien que la recherche nous pose des pistes pour trouver les meilleurs usages possibles du numérique, reste qu'on travaille avec des humains. Des enseignants, des élèves qui ont des bagages, qui ont aussi des contextes différents. Dans ce cas-là, c'est assez difficile de parler de loi universelle ou de preuves irréfutables. Mais reste que, moi, personnellement, je trouve que ces études-là ont quelque chose de rassurant. Ouais. Parce que ça a l'air que la société, bientôt, va être dominée par les robots. Ça a l'air qu'on ne se parle plus. Ça a l'air qu'on est toujours sur nos téléphones. Ça a l'air qu'on est en train de s'en venir des zombies, carrément. Plus de contact humain. Bien, pourtant, les effets que je viens de vous dire des études
les effets positifs qu'ils ont trouvés, là. J'ai plutôt dit créativité, collaboration, empathie, esprit critique, leadership. Ça, c'est les fameuses compétences du 21e siècle, compétences globales, appelez-les comme vous voulez, mais reste que c'est des choses qu'un robot risque d'avoir pas mal de misère à développer par lui-même. On est quand même au cœur d'une révolution. Ça, on ne peut pas le nier. C'est normal de mettre du temps à la comprendre. Puis il faut se donner le droit d'y aller un pas à la fois. Ça, c'est normal. Mais reste que c'est quand même rassurant de voir que les effets sont principalement sur l'humain. Est-ce que vous avez vu beaucoup de personnes qui ont l'air de zombies et de robots ici à Claire? Moi, j'en ai vu très peu. Avez-vous remarqué à quel point la communauté est engagée ici autour de l'école? Bien, là, en tout cas, si vous ne l'avez pas remarqué, c'est parce que vous venez d'arriver. C'est sûr et certain. On l'a vu hier soir à l'accueil, on va le revoir tout à l'heure. C'est pas Madame la directrice, c'est pas le comité organisateur, c'est pas les gens ici qui vont faire cuire le poulet à soir. C'est pas eux qui ont préparé toutes les belles choses. C'est des gens engagés, c'est l'appui de la communauté. On le sent de partout. Je vous montre quelques belles images, c'est tout magnifique. J'ai sorti quelques photos des archives du colloque comme ça que je vais vous présenter de temps à autre. Quand ils font cuire le poulet. Vous voyez, il n'y a rien de technologique là-dedans, et pourtant, c'est dans l'ADN de Claire depuis le tout début. Les élèves, eux, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'eux? Sont à l'aise, sont beaux, sont accueillants aussi, sont engagés. C'est eux qui vont probablement vous permettre de vous créer les meilleurs souvenirs de Claire. Après tout, c'est pas mal pour eux qu'on est tous ici. Puis, je vais vous montrer encore quelques belles images, là, même si on en voit plein, mais on aime donc ça les regarder. Puis, vous allez voir qu'on est plusieurs à penser qu'il y a quelque chose dans l'eau ici à Claire parce qu'il y a tellement de talent au pied carré que ça se peut juste pas. Mario Asselin a sorti en 2015 cette belle citation. « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. » Moi, j'aime mieux penser que si on l'invente avec les élèves plutôt que pour les élèves, c'est encore mieux. Fait que là, je pense que rendu ici, on s'entend tous pour dire que le colloque de Claire, c'est avant tout un colloque humain. Moi, c'est ma 3e participation. Ça ne fait pas 10 éditions nécessairement, mais j'en ai suivi plusieurs à distance. Web Diffusion, c'est génial. J'ai suivi via Twitter aussi dans d'autres années. Mais c'est le fun, mais c'est vraiment pas la même chose que d'être en vrai. Excusez, là, ceux qui nous suivent à distance, vous allez devoir venir l'année prochaine, juste pas le choix. Mais j'ai quand même le goût de vous partager quelques éléments clés qui m'ont marqué, moi, personnellement, pendant mes participations ici. Entre autres, l'an dernier. C'est des éléments qui alimentent encore ma réflexion, mes actions à tous les jours. D'ailleurs, ça va vous arriver aussi en repartant, vous allez avoir des trucs qui vont vous rester. Ça va aller vite, mais parce que c'est triste, parce qu'il y aurait de quoi méditer pendant 3 heures sur chacune de celles-là. Au pire, prenez-la en photo, puis vous pourrez méditer ça en retournant chez vous. Première chose que j'ai retenue. L'année dernière, Marius Bourgeois nous a dit qu'une fois qu'on a vu autrement, on ne peut plus voir comme avant. Je trouve ça magnifique. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre conscience de son rôle de leader pédagogique qu'on peut tous exercer dans nos milieux. Dans nos milieux, auprès de nos collègues, auprès de nos élèves également. Il nous a dit qu'avec cette attitude-là, ce mindset-là, tout devient possible.
Il a aussi dit ceci pendant sa conférence. À la base, l'école, c'est un élève et un enseignant en relation. Tout ce qu'on ajoute, ce n'est qu'un levier. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Ah non, on ne peut pas applaudir en chaque, ça va aller vraiment vite. Donc, il y a des profs là, pour qui on dirait qu'intégrer quelque chose de nouveau, là, c'est super facile. Je ne sais pas comment ils font, on dirait qu'ils l'ont, c'est tout. C'est quoi leur secret, vous pensez? Selon Margarida Romero, qui est professeure à l'Université de Nice, c'est parce qu'ils mettent de côté le stress de vouloir tout contrôler. Donc, ça permet de se sentir à l'aise et de laisser justement l'espace pour explorer puis se laisser le droit de se tromper. C'est selon elle les facteurs qui vont favoriser la mise en place d'un contexte créatif. Ça me hante quotidiennement. Jonathan Cyr, qui a grandi ici comme élève et qui enseigne maintenant en Ontario. Il nous a présenté son équation pédagogique personnelle. Elle comprend le bien-être de l'élève, ça c'est le BE, auquel on additionne une pédagogie citoyenne. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais il va falloir que vous ayez voir ça. Et on enlève de ça la pédagogie unilatérale traditionnelle. Ça, c'est la PUT. La PUT. On obtient avec ça une pédagogie bienveillante et englobante. Je trouvais ça magnifique. L'an dernier, Simon Lavallée nous a démontré qu'en laissant place à l'erreur et en cherchant à piquer la curiosité des élèves, même en mathématiques, il faut le faire, on leur permet d'éviter d'apprendre à appliquer des recettes toutes faites pour solutionner des problèmes. On contribue ainsi à former des penseurs plus critiques, qui savent qu'il y a plus qu'un chemin pour se rendre du point A au point B. Julie Chamberlain, au Ignite l'année passée, elle nous a tous fait pleurer. Elle était tellement inspirante. Elle nous a invités à écouter nos passions puis à les amener avec nous en classe. C'est pas vrai qu'il faut se mettre un masque quand on entre dans la classe en tant qu'enseignant. Puis elle nous a dit aussi que de sortir de sa zone de confort de temps en temps, là, bien, ça permet d'agrandir la boîte dans laquelle on a l'impression qu'on travaille chaque jour. Puis ça, bien, ça permet aussi, pas ça permet, elle nous incitait à prendre notre place, puis à assumer qu'on puisse inspirer les autres également, parce qu'ainsi, on accélère le grand mouvement collectif. J'avais trouvé ça magnifique. Puis pour elle, bien, elle concluait en disant que chaque accomplissement, c'est le début du prochain. C'est beau. Je vous ai dit, on pourrait méditer longtemps sur chacune. Après ça, bien, moi, comme je viens de l'extérieur du Nouveau-Brunswick, puis peut-être comme plusieurs autres aussi ici, la pédagogie entrepreneuriale dont on entend tant parler, je n'étais pas super sûre de savoir ce que c'était vraiment. T'sais, moi, j'avais en tête là, de vendre du chocolat pour financer le voyage de fin d'année. J'étais un petit peu loin. Ce qui fait que l'année passée, bien, Alain Poitras a fait une conférence extrêmement intéressante et je pense que j'ai mieux compris. Là, je pense que s'entreprendre en éducation, surtout dans une approche communautaire et consciente, c'est œuvrer à répondre à un besoin de sa communauté. Puis on se sert de cette situation-là comme tremplin pour l'apprentissage. Moi, j'aime pas mal mieux ça que la définition que j'en avais avant. Et finalement, bien, Margarida encore nous avait lancé cette invitation-là à voir l'école comme un laboratoire d'innovation sociale. Je pense que ça fait un très beau lien avec la pédagogie entrepreneuriale. Puis je pense qu'à Claire, on peut dire qu'on est pas mal là-dedans. Si ça vous tente, je vous invite à noter cette adresse-là. C'est la chaîne YouTube du colloque Claire. Vous allez pouvoir revoir ces conférences-là dont je viens de parler trop rapidement. Et vous allez même pouvoir revoir les autres dont je n'ai pas pu parler et loin en arrière. Hein, on peut retourner dans l'histoire de Claire. Je vous la laisse un instant. On la tweetera. Bon. Ma directrice m'a dit que je pouvais venir à un événement de formation continue cette année. OK. Le colloque de l'ACOPS, OK, à Québec, cool. 150 ateliers de formation, parmi lesquels choisir. OK, wow. La semaine avant Pâques, je pourrais aller visiter la famille en même temps, ce serait pas pire. Mais trop pratique, je ne vais pas là. Sommet du numérique en éducation à Montréal. Des liens directs entre la pratique, la recherche, des gens qui viennent de partout dans le monde, en plein cœur de la métropole.
Non, trop grande ville, puis c'est bien trop loin si je viens de Shediac. Congrès de la P'tika. Oh, Congrès de la P'tika, c'est proche de chez nous, ça. Date à déterminer. Oui, c'est un peu incertain. Claire. Qu'est-ce que c'est? L'hôtel le plus proche à 30 minutes de route, dans une école de moins de 200 élèves, un village de même pas 900 habitants. Ça commence un jeudi soir, passé 4 heures. Ça finit un samedi. C'est bon, c'est là que je vais. Mon petit doigt me dit que ça ne s'est pas passé de même. Surtout que les billets sont envolés en 9 heures le jour qui ont été mis en vente, donc c'est à peu près impossible que vous ayez eu le temps de vous faire cette réflexion-là. Et de ce que j'ai entendu tantôt, l'année prochaine, il va falloir s'y prendre encore plus d'avance parce que la demande va être forte. Moi, je pense que ça vous a plutôt pris un déclencheur. Un déclencheur, là, c'est ce qui initie une action puis qui va nourrir la motivation. Ça peut être intrinsèque, donc venir de soi, ou extrinsèque, c'est-à-dire venir de l'extérieur de soi. Rappelez-vous pourquoi vous êtes venu ici la première fois ou pourquoi vous revenez. J'en ai plusieurs qui m'en ont parlé, je vais vous lire ça. Moi, c'est à cause d'un collègue qui a l'air de faire partie d'une secte tellement il l'illumine lorsqu'il en revient. J'ai voulu voir par moi-même. Bien, bienvenue dans notre secte à ce moment-là, mais nous, on préfère l'appeler simplement un rassemblement de gens passionnés. On dit aussi tribu des fois, super inclusif. Bien, bienvenue. Moi ici, je n'ai pas eu le choix. Mon patron a acheté 30 billets d'un coup pour tous nous amener. On salue ici André Marc, la CS de la capitale. On salue ici aussi le district scolaire Franco-Sud qui, malheureusement, n'ont pas pu tous être avec nous à cause des conditions routières. Moi, j'ai été épuisée de me sentir seule à vouloir faire autrement. J'avais besoin d'aller à la rencontre d'autres gens comme moi. Ça tombe drôlement bien, puis je pense que vous n'êtes vraiment pas seule. Moi, c'est ma maison pédagogique depuis 2011. Catherine, tu as tellement une belle façon de décrire les choses. Moi, je voulais juste voir si j'arrivais à acheter un billet avant qu'il n'en reste plus et j'ai réussi. Ben, c'est une raison comme une autre, hein? Tant mieux. Ouais, ça a fini mes raisons. Il y a même des gens qui ont fait plus longtemps de route que la durée du colloque pour venir. Il faut le faire. On salue la gang de l'Ontario. Puis la gang des Hauts-Bois de l'Outaouais. Bravo! C'est le fun. Et les gens de la France. J'ai appris ce matin qu'il y avait des gens de la France. Bienvenue! Je pense qu'on devrait prendre le temps tous ensemble, si ça vous tente, de tweeter, de dénoncer sur Twitter quel a été votre déclencheur. C'est qui vous a obligé à être ici? Qui ou quoi? Je vous laisse une minute. Allez-y, prenez votre Twitter, tweetez qui a été votre déclencheur. Qui ou quoi? Vous pouvez utiliser le mot-clic Claire 2019. Puis pendant ce temps-là, pendant que vous tweetez, nous, on va regarder le back channel. Le back channel. Moi aussi, les premières années, je me demandais c'était quoi. Fait que le back channel, c'est parce que vous saviez peut-être pas, mais il n'y a pas un Claire, il y a 2 Claires. Ça se jase presque autant en vrai que sur Twitter. J'aime ça, ça marche. J'ai-tu vraiment entendu ça? Je suis pas sur Twitter. Come on! Là, participer à Claire, c'est marcher dans son fil Twitter. Ça, là, on entend ça à chaque année. Et en passant, j'avais vraiment prévu me déplacer beaucoup, mais j'ai une crampe dans le pied en ce moment. Et je peux comme plus marcher. Ça me fait ça à chaque fois. Là, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous n'êtes pas sur Twitter, vous allez me régler ça tout de suite. Je vous offre même une consultation personnalisée ici après la conférence. Ça se peut juste plus. Ça, là, ça va vous permettre de continuer à alimenter votre motivation longtemps après l'événement.
C'est ça qui va vous permettre aussi de continuer à grandir avec les gens que vous allez avoir rencontrés. Il paraît que 5 minutes par jour éloignent le docteur pour toujours. 5 minutes de Twitter par jour. Comment rater une bonne blague? 5 minutes de Twitter par jour éloignent le médecin pour toujours. Ben, en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Bref, mais je l'ai entendu déjà pour vrai. Puis pour les trop timides, comme Julie ici, elle était trop groupie et intimidée pour amorcer la conversation la première fois qu'elle est venue. Alors là, cette fois-ci, je vous laisse une autre minute. Je veux que vous preniez le temps de saluer les gens assis ici autour de vous, en avant, en arrière, sur les côtés. Peut-être demander leur nom, d'où ils viennent. Oui, oui, comme à la messe. Allez-y, je vous laisse une minute. Monsieur Denis, enchanté. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. OK, c'est bon, je vous ramène. C'est assez les connaissances, là. Vous continuerez à échanger sur Twitter après. S'il vous plaît, un moment d'attention. C'est correct, je vais continuer, vous allez manquer toutes mes autres bonnes blagues. Donc, ah non, j'aurais pas dû faire ça, hein? OK? À ne plus faire dans mes prochaines conférences. Stéphanie, s'il te plaît, arrête de parler. On a vu que la notion de déclencheur, ça varie d'une personne à l'autre. Il y en a que c'est quand je leur dis de parler, ça les déclenche. Mais je voulais vous parler de moi. Oui, de moi. Parce que, par exemple, moi, l'émotion est beaucoup une source de déclencheur pour moi. Tu sais, agir sur un coup de tête, là, ça me caractérise beaucoup. Je pense quand même que ça explique en partie pourquoi je me retrouve ici aujourd'hui. J'étais extrêmement stressée ces 2 derniers mois. L'an passé, j'ai vécu mon 2e clair. J'ai été complètement séduite par l'énergie dégagée pendant la session Ignite. Vous allez vivre ça ce soir. C'est 20 diapos de 20 secondes, pas plus, pas moins. C'est 6 minutes 40 de pure intensité. On sent les gens sur scène, puis on a le goût de faire comme « il est tombé épisode ». Vous allez vivre tantôt, je vous laisse expérimenter. Ce qui fait que dans un très grand élan d'enthousiasme, beaucoup trop, j'ai dit à mon ami Jacques Cool, qui s'occupe de la session Ignite, j'ai dit « Jacques, l'année prochaine, je veux faire un Ignite ». Il a dit « Pas de problème, Audrey ». Ce qui fait qu'au mois de juin, quand j'ai eu ma confirmation que je donnais plutôt une conférence d'1 heure, j'ai un peu paniqué. Parce que c'est quand même impressionnant. Je vous montre des images justement du Ignite de l'an passé, les gens qui ont survécu. Ce qui fait que moi, ben c'est ça, moi je me sentais plus comme ça quand j'ai su que je faisais une conférence. C'est quand il a sauté, là, en tout cas, bref. Parce que, veut pas, il y a quand même des gens qui m'impressionnent personnellement, qui ont foulé la scène ces dernières années. Je vous ai dit, c'est ma 3e participation. Ma première, c'était en 2015, où est-ce que j'ai découvert Lise Galuga, Mario Chiasson, Mario Asselin, des coups de cœur. En 2018, Margarida Romero, Thierry Carsanti, Marius Bourgeois. Je trouvais que ça faisait de très grands souliers à chausser. Puis en plus, ben, c'est sûr que dans le cas de Marius, c'est vrai en plus, là, parce qu'il est très grand. C'est même pas juste une façon de parler, mais... Puis aussi, ben, je vous ai demandé il y a quelques semaines sur Twitter de me partager vos coups de cœur personnels aussi, les choses qui vous avaient marqué des dernières années. Vous avez été vraiment beaucoup à participer. Merci énormément. Vous irez lire ça via le hashtag Claire 2019. C'est magnifique. Grand merci. Fait que plus tard, quand j'échangeais avec Roberto pour me préparer aujourd'hui, il m'a dit ceci. Audrey, tu sais, la conférence de Cyril Simard en 2017, elle nous a fait réaliser que c'est pas toujours nécessaire de faire venir des grandes vedettes reconnues. J'ai dit, ah, c'est pour ça que j'ai été choisie.
Non, 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 c'est pas vrai. C'est parce que, dans le fond, ce que ça nous dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller si loin. Souvent, autour de nous, on a des gens tout proches qui peuvent nous inspirer. Puis, ça revient un peu à la notion de capital social dont je parlais tout à l'heure quand j'ai nommé les avantages d'utiliser les médias sociaux pour apprendre. Donc, c'est là que je me retrouve finalement. Parce que, je vous disais, dans le fond, des fois, dans notre entourage immédiat, qu'il soit virtuel ou réel, on est tous des apprenants à vie, puis on a plein de gens inspirants. Même que des fois, on s'admire les uns les autres sans le savoir. Ça a été le cas ici de Carl et de Brigitte. La première fois qu'ils se sont rencontrés, ils étaient tous heureux de se connaître en vrai parce qu'ils se suivaient sur Twitter. Puis il y a Karine aussi qui nous parle des rockstars de l'éducation. Moi, sérieux, j'aime ça. Parce que je suis de nature extrêmement groupie moi-même. Puis là, je me disais, justement, tu sais, si on devenait plus fans les uns des autres, tu sais, si on arrêtait de dire « Ah, c'est bien lui » ou « Ah, c'est bien eux autres », puis si on ouvrait plus souvent la porte de notre classe pour montrer ce qu'on fait, même si on est convaincu que c'est pas extraordinaire, ça l'est peut-être pour quelqu'un sans qu'on le sache. Puis je pense qu'inversement, on gagnerait à s'inspirer de ce que font les autres. Puis je tiens à apporter une nuance. Hein? S'inspirer, ça ne veut pas dire regarder ce que l'autre fait puis dire « Ah, ça doit être ça qu'il faut que je fasse », puis prendre tout ça pour acquis puis le reproduire tel quel. Ça veut dire en prendre, en laisser, adapter à notre contexte, y aller petit à petit, un pas à la fois. C'est de se créer des déclencheurs ensemble. Puis une autre chose qui m'a toujours plu ici à Claire, c'est que la plupart du temps, les gens qui sont ici sur scène, c'est ceux qui étaient assis à côté de vous l'instant d'avant, puis c'est ceux qui vont retourner s'asseoir après pour écouter les prochains. Moi, ça, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Puis là, ben, c'est moi qui est sur scène. Je capote. Mais, non! Là, j'ai un hashtag moment confession. Je ne suis pas prof. Désolée. Mais j'ai toujours voulu l'être quand j'étais petite. Hey, au primaire, là, vous demanderez à mon petit frère, je l'assoyais dans le salon, puis là, je lui fabriquais une série d'exercices dans un cahier. Il était obligé de les faire. Puis j'aimais ça, le corriger, là, lui mettre des baies, des collants, puis mettre des crochets quand ça allait pas. Au secondaire, j'aimais encore beaucoup l'école parce que j'avais tissé des liens particuliers avec certains enseignants. Dommage, là, Sylvain n'a pas été mon prof, mais ça aurait pu. Puis ça, un lien fort avec un enseignant, ça m'a aussi fait aimer l'école encore plus. Par contre, la vie m'a menée ailleurs, je ne suis pas enseignante. Mais je trouve que le métier de prof, c'est le plus beau du monde. Vraiment. Ah, il est encore temps, c'est sûr, mais... Mais reste que j'ai quand même la chance au quotidien avec mon équipe à l'école branchée, allô, de travailler avec vous au quotidien puis de mettre en lumière toutes vos réussites. Que vous les trouviez petites ou grandes, bien nous, on les trouve merveilleuses puis on veut les diffuser pour inspirer d'autres gens. Puis ça, bien, pour faire ça, nous, on tire profit du numérique. Sauf que le numérique, c'est pas notre fin, c'est un levier. Mais c'est tout un levier, sincèrement. Puis, je vous souhaite honnêtement à tous un jour de vous retrouver sur une scène, surtout sur celle de Claire. C'est assez extraordinaire. Je lève mon chapeau d'ailleurs à tous ceux qui l'ont fait. Le comité organisateur qui est ici aujourd'hui, c'est à peu près le même qu'en 2010. Okay. Et on fait une réunion par année. On fait ça de manière très collaborative. Puis évidemment, nous, c'est devenu très secondaire notre participation parce que c'est la communauté qui s'est approprié le colloque. Alors, les enseignants, les parents, tout ça. Mais on voulait influencer les pratiques des gens. Et là, on sent depuis 2-3 ans qu'on est sorti de la zone des convertis. On parle à de nouvelles personnes. On n'a pas beaucoup changé la formule, on l'a améliorée, mais il y a du nouveau monde qui sont devenus nos porte-voix là, maintenant. Ça rayonne beaucoup plus. Et ça, c'est un jalon pour nous qui est important de franchir parce que, à quelque part, ça nous dit on a probablement réussi à quitter la zone de confort des premiers là, qui se sont intéressés. Qui voulaient avancer, tout ça. D'abord, j'ai adoré. On m'avait dit il faut venir à Claire. Ouais. Et ce sont tous des gens, des crankies, qui me disaient ça. Donc, je dis il faut faire confiance à cette communauté. Et effectivement, ce matin, pas simplement j'ai trouvé des projets très intéressants, mais ce que j'ai adoré, c'est de voir comment les élèves
Ils étaient en confiance et on parlait avec eux comme si c'était des collègues. Je pense qu'on a vu une mobilisation d'une communauté éducative. Oui, d'abord avec un leadership exprimé et qui a permis de créer des conditions, d'essayer des choses. Bonjour tout le monde. On est à l'école. On est à l'école. J'espère que vous avez eu de belles rencontres dans nos deux volets. Et on entend Roberto en ce moment. Il est présentement 16 heures. Donc, j'inviterai les gens à venir nous rencontrer à la cafétéria pour notre cocktail de fin d'après-midi. Puis ensuite, on va vous inviter évidemment pour le souper un petit peu plus tard pour le souper au poulet barbecue. Puis la reprise des activités. Avant là, de parler de Claire, je pense qu'il faudrait que je te parle de mon réseau Twitter. Twitter, là, ça a vraiment changé ma vie pédagogique. J'ai fait des rencontres de perles de profs là-dessus. Puis la première fois que je les ai rencontrés, c'est la première fois que je suis venue à Claire. Fait que quand je suis rentrée, là, j'avais l'impression d'être sur mon fil Twitter. De revoir les gens avec qui tu échanges tout le temps. Fait que la première fois, ça a été ça, Claire. OK. Puis là, après ça, j'ai découvert pourquoi les gens viennent à Claire. Pourquoi? Pour l'inspiration, le ressourcement, la chaleur humaine, les relations. Plusieurs années, là, je suis vraiment une enseignante qui est à la recherche de travailler différemment, d'apporter mon enseignement autrement. Puis plusieurs collègues me vendaient vraiment clair. C'est exceptionnel là, de voir là, vraiment comment c'est organisé, de voir tous les moyens en place, autant technologiques que toutes les autres façons que les élèves ont la possibilité d'exploiter différentes façons d'apprendre. C'est merveilleux. Ça devrait être ça partout. On rêve, on part avec le rêve. Et avec les conférences de Claire, j'en ai pas manqué une seule depuis le début en 2010, on a vu justement cette progression-là qui se concrétise, se confirme par l'expression des jeunes. L'expression des jeunes qui ont les mots pour le dire, qui peuvent nommer leurs apprentissages, oui, leur intérêt, leur enthousiasme, c'est évident, leur créativité, mais je pense que c'est ça l'indicateur ultime. Puis de voir à côté des profs qui ont l'air bien heureux de faire tout ça. Je crois que cette formation-là continue des usages qu'on développe et où on prend le risque de se mettre en conversation, que les gens viennent voir. Il y a des choses qui sont améliorées, des choses qui sont, bon, belles qu'on fait, mais il y a surtout une grande conversation sur comment ça se fait l'école. Et tranquillement, pas vite, on va passer d'un lieu où on ferme la porte de classe, on est seul avec nos élèves, puis on sent la charge augmenter, parce que c'est lourd aujourd'hui d'être enseignant quand on est seul dans sa classe, à je partage avec plein de monde, la charge est distribuée sur plein de gens. Cette personne-là a pensé à des choses, je peux lui emprunter ce qu'elle fait, je peux prêter ce que je fais. Et tout ça va construire l'école. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Le colloque Claire est né d'un désir d'inspirer le changement. Si on le prenait autrement maintenant, si vous êtes ici, c'est probablement que vous êtes vous-même motivé à voir l'éducation autrement. Ou que quelqu'un d'autre essaye de vous motiver, un des deux. Vous vous demandez peut-être si vous avez l'aptitude à agir. Tu sais, le fameux sentiment du « Ah, chez nous, ce ne serait pas possible » ou « Ah, on n'est vraiment pas rendu là » ou « Pire encore, je ne serai jamais capable ». Ou encore ce sentiment de l'imposteur. Tu sais, de se dire « Bon, c'est pas si extraordinaire ce que je fais ». Moi, je vous invite à garder les yeux ouverts et à trouver les clés qui vont vous aider à comprendre sur quel plan vous pouvez agir. C'est sûr qu'il y a un plan quelque part, un pas à la fois. J'espère sincèrement que vous allez trouver ici au moins un déclencheur. Mais de toute façon, j'en suis convaincue. Ces temps-ci, j'ai plusieurs amis proches qui sentent leur flamme s'éteindre tranquillement. C'est pas facile d'être prof. Même en 2006, il y avait une étude qui montrait qu'il y avait 20 des enseignants canadiens, primaires, secondaires, qui songeaient à changer de profession à court ou moyen terme. C'est grave. Je pense pas que venir à Claire, ça va être la solution miracle. Mais je pense que des événements comme aujourd'hui, je fais le souhait qu'ils continuent à rayonner comme ça dans la communauté éducative d'ici et d'ailleurs. Puis je souhaite que les liens que vous nouez ici vont pouvoir continuer à nourrir et à entretenir votre flamme.
Il faut qu'on continue ensemble à voir l'éducation autrement. Puis pourquoi on veut tant voir l'éducation autrement? Il y a un grand sage néo-brunswickois qui a dit un jour, le système actuellement, il fonctionne pour des élèves. Il fonctionne pour beaucoup d'élèves, mais il ne fonctionne pas pour tous les élèves. Ce grand sage-là avait toujours aussi sur son bureau une tortue pour se rappeler à lui aussi qu'il faut faire un pas à la fois. Je tiens à féliciter ce grand sage quand même, néo-brunswickois, vous l'avez peut-être reconnu, c'est M. Roberto Gauvin. Je félicite aussi son équipe pour 10 éditions extraordinaires du colloque Claire. Puis je souhaite... ouais. Attendez, j'en ai une autre, elle est encore mieux. Ça, c'était mon année préférée. Il y avait vraiment tout un look, Roberto. Puis je souhaite également une super bonne continuation à la nouvelle directrice, Mme Claudine Dionne, à toute l'équipe. Je vous souhaite de continuer à garder allumé ce phare de l'apprentissage qu'est le CAHM ici. Je vous remercie tellement d'avoir ri de mes blagues et d'avoir bien participé. Je vous souhaite un super bon colloque. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Audrey. Vraiment, on a eu une preuve de plus qu'Audrey est une rassembleuse. Finalement, pour faire demi-jeu de mots, Audrey est branchée sur l'école. Merci beaucoup. Roberto va venir dans quelques petites secondes, le temps de finir 2 phrases ici backstage, et va vous expliquer la suite. Non? Ah, question-réponse. OK, parfait. OK. La suite, c'est moi qui ai fait. Alors, question-réponse pendant que nos micromans se promènent. Audrey, tu vas venir ici aussi. Quelques questions, réactions, commentaires. Oui, c'est fini, je peux descendre. Vous me les tweeterez si ça ne fait pas. Pendant ce temps-là, moi, j'en profite pour te dire, juste à toi, OK? Bravo pour ton esprit de synthèse. Est-ce que ça... C'était clair. C'était vraiment clair. C'était clairement clair. Ah, il y en a une ici. Parfait. Oui. Vas-y, Patrick. Je vais t'aider. Durant le Barcamp 2, je vais m'occuper de l'intro à Twitter s'il y en a qui ne l'ont pas. Alors, ceux qui veulent apprendre à tweeter, vous allez voir Patrick. Génial. Oui, ici. Ça, c'est fort. C'est correct. Tu t'as dit, le métier d'enseignant, c'est le métier le plus beau du monde, que tu avais toujours souhaité être enseignante. Finalement, tu as trouvé ta place dans ce monde-là d'une façon tellement complémentaire. Puis je me demande, qu'est-ce que tu dis aux gens, parce qu'il y a des merveilleux enseignants ici, il y a des gens qui œuvrent dans Association EdTech, par exemple. C'est quoi un truc pour des personnes qui croient tellement à l'éducation, qui ne sont pas nécessairement enseignants, pour amener leur touche, trouver leur déclencheur? Quelle bonne question. Bien, j'ai envie de te partager comment ça a commencé pour moi. C'est que c'est de s'impliquer, c'est de participer. Comme les gens ici qui ont participé à organiser le colloque, comme une manifestation comme ça aujourd'hui n'aurait pas été possible sans eux. Puis c'est souvent ce que je fais. Moi, quand je vois une initiative qui pointe quelque part, je dis « Est-ce que je peux vous aider? Comment on peut travailler ensemble? » Puis c'est ce qui fait qu'on va connaître plus de gens, qu'on va pouvoir développer, apporter notre expertise pour compléter une équipe, entre autres. C'est peut-être le meilleur conseil que je peux donner pour l'instant, mais pour ceux qui ne sont pas profs, évidemment. Bien, les autres aussi, là, vous pouvez en participer. On a une autre question là-bas. Nelson est rendu. Oui. Ben, moi, je voudrais remercier Audrey, premièrement. J'ai une réflexion à faire qui parle de ce que tu as parlé, Audrey, mais qui revient aussi sur la journée.
Puis les autres personnes qui ont parlé sur la scène, tout à l'heure, il y a eu des commentaires, à savoir des enseignants qui disaient qu'après, aujourd'hui, hein, quand on demandait qu'est-ce que vous allez faire lundi en retournant dans votre école, disaient, ben moi, je vais aller voir ma direction parce que je veux faire acheter des choses, je veux mettre en place des choses. Moi, je suis une directrice d'école. Je suis avec des enseignants extraordinaires ici aujourd'hui, avec les services éducatifs, de la commission scolaire aussi. Puis je crois que il faut que tout le monde, on travaille ensemble pour changer les gens autour de nous dans nos écoles respectives. Il ne faut pas dire, je vais aller voir la direction puis je vais attendre qu'elle le fasse. Il ne faut pas que nous, la direction, dise, bien, ça appartient juste aux enseignants de parler à leurs collègues. Il faut tout le monde ensemble, à chaque petite occasion qu'on a, qu'on en parle à nos collègues, qu'on les influence. Beaucoup de personnes sont ici à Claire parce que des collègues leur en ont parlé, à quel point c'était merveilleux, à quel point on retourne transformer la secte, comme tu disais. Bien, c'est vrai, puis c'est ce que je disais à mon monde, quand on sort d'ici, c'est vraiment une inspiration qu'on reçoit, c'est ça qui est le premier. Puis moi, c'est ma 3e année, puis cette année, honnêtement, je l'ai vu vraiment, je la vis vraiment différemment que les années passées, où je regardais beaucoup les bebés, la technologie, tu sais, ce qui fait triper, mais là, je suis plus dans un mode, l'idée derrière tout ça, la pensée, la vision, où on s'en va, comment on peut organiser tout ça dans nos écoles. Ça ne sera jamais comme ici, on ne peut pas faire pareil, puis c'est bien correct, on est tous différents dans nos écoles, on a des contextes différents, ça va être à différentes échelles dans nos écoles, puis c'est bien correct, mais il faut y aller doucement. Mais ça appartient à chacun d'entre nous et non à dire, bien, je vais aller voir l'autre personne pour qu'elle se mette en action. Il faut soi-même se mettre en action. Fait que c'est le message que je voulais passer, puis merci beaucoup, Audrey. C'est toujours un plaisant de travailler avec toi. Merci, Monique. C'est une belle illustration, ce que tu dis, dans le fond, des petits pas. Hein. Des fois, on n'est pas prêt cette année, mais on continue. C'est peut-être l'année prochaine que le déclencheur va survenir, vraiment. Parfait. Merci beaucoup. J'invite maintenant, puis s'il y en a qui veulent continuer d'en parler tout à l'heure, lors du 2e vin et fromage, vous pourrez très bien le faire. Alors, Roberto va venir maintenant présenter un autre petit quelque chose. Vas-y, mon cher, je te donne le même micro, oui. Oui. Puis, Audrey, moi, je t'en... Excellent, merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey. Puis, puis c'était vraiment bien. Puis, merci pour les 3 photos. Je vais en trouver, moi aussi, sur Google, probablement. Excellent, merci beaucoup.